Partie de la 7e édition de Futurapolis, nous avons choisi de débuter cet après-midi sur un message d'espoir avec de nouvelles pistes très innovantes dans le traitement du cancer. Autour de notre journaliste référente en matière de santé, Anne Jean-Blanc, je vous remercie de faire bon accueil à Jean-Pierre Delors, professeur de cancérologie à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, également docteur en sciences en biologie moléculaire et cellulaire, Suzette Delaloge, cancérologue spécialiste des tumeurs du sein, Laure Guérou-Acolas, pharmacienne créatrice de Mon Réseau Cancer du Poumon. Et enfin, Jean-Louis Pujol, docteur en médecine, en sciences ainsi qu'en psychologie et psychopathologie, spécialiste en pneumologie, cancérologie, en médecine interne. On peut les applaudir. Et si j'ai dit des bêtises, je pense que Anne, vous allez me corriger. Je vais corriger oui tout de suite, Boris, évidemment. Non, c'était une plaisanterie. Juste pour vous dire que, effectivement, le mot cancer est un mot qui fait peur, qui fait légitimement peur, qui a actuellement quand même des révolutions thérapeutiques. Je crois qu'on peut employer ce mot-là, nos invités en conviendront. Que de temps en temps, il faut raison garder, qu'il y a des forts espoirs, mais qu'il y a aussi encore des difficultés à combattre. Et c'est pour ça qu'on a absolument tenu à inviter quelqu'un qui malheureusement connaît cette maladie, qui la combat, qui l'a combattue, qui s'investit beaucoup pour les patients, parce que je pense qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de parler de cette maladie-là sans donner la parole aux personnes qui sont concernées, parce que ce que de temps en temps on peut imaginer en lisant des publications comme un formidable progrès thérapeutique, on se rend compte que pour les patients, c'est vécu de façon un peu différente. Et donc, c'était de cela dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est les grands espoirs, la réalité et le quotidien. Donc voilà, donc je remercie beaucoup Laure Guérou-Acolas d'être à mes côtés. Vous allez prendre le micro que Jean-Pierre a essayé de garder, mais on ne va pas lui laisser. Voilà. Pour vous... Oui, non, mais il voulait prendre votre micro. Pour vous présenter en quelques mots, juste pour dire qu'effectivement, vous avez créé 2 réseaux, mais présentez-vous et dites-nous vos actions, et en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce chaleureux accueil. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité au nom de tous les patients et les proches de ces patients, parce que je crois que c'est important aujourd'hui que cette parole du vécu, de l'expérience de la maladie, elle soit entendue et qu'elle soit intégrée dans les réflexions de soins. Et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Donc merci beaucoup. Et donc en quelques mots, moi j'ai découvert que j'avais un cancer du sein à 39 ans, un été, diagnostiqué au mois d'août. J'étais en plein déménagement pour partir à l'étranger. C'était compliqué, évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir être bien soignée. Et quand je suis revenue en France, j'ai réalisé que mon cas, qui était un peu particulier, il était partagé par énormément de femmes qui habitaient, je dirais, de l'autre côté du périph' des grandes villes ou dans les petits villages, les petites villes, c'est-à-dire ce sentiment d'être un peu isolée avec sa maladie. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Patients en réseau, qui dans un premier temps a donc développé Mon Réseau Cancer du sein, un réseau social donc, qui est destiné aux personnes malades mais aussi à leurs proches, et ça permet d'échanger, ça permet de retrouver de l'information utile et fiable, des adresses et des événements. Et puis il y a un an, on a lancé Mon Réseau Cancer du Poumon, parce que là on s'est rendu compte qu'alors qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette maladie, il y avait dans le fond rien pour accompagner les personnes, donc malades ou proches, pendant cette période avec cette maladie du cancer du poumon qui est complexe, qui est en fait très multiple. Il y a de grands espoirs aussi thérapeutiques. Donc il y a énormément besoin de pouvoir retrouver de l'information, s'épauler, échanger entre patients. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec nos réseaux. Merci. Alors, on va essentiellement parler aujourd'hui de 2 cancers, avec deux éminents spécialistes. Le cancer du sein d'abord, avec Suzette Delaloge. Suzette, est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, je sais que l'exercice est difficile, mais nous parler du cancer du sein aujourd'hui? Est-ce que sa fréquence augmente? Est-ce qu'il y a des risques qu'on connaît particulièrement maintenant? Quid du cancer du sein aujourd'hui? Merci. D'abord, merci de l'invitation également. C'est un plaisir d'être ici. Le cancer du sein, c'est une maladie qui reste très emblématique de notre société aujourd'hui parce qu'on ne comprend toujours pas très bien d'où il vient, parce qu'il touche énormément de personnes, des femmes en particulier. Mais des hommes aussi, d'ailleurs, il faut le dire, ça peut arriver. Exactement, mais surtout des femmes et souvent en plein cœur de leur vie active, de leur jeunesse
ou de leur début de retraite parfois. L'âge médian, c'est à 60 ans. Et on est pratiquement à 60 000 nouveaux cas par an en France. C'est une énorme maladie et l'incidence augmente. Une femme sur 8 à peu près, c'est ça actuellement? On va dire 1 sur 9, peu importe, mais beaucoup. Ouais. Et ça augmente encore régulièrement malheureusement, sans qu'on contrôle bien pourquoi. Donc on sait qu'il y a un vrai rôle de l'environnement, il y a aussi de la génétique, il y a plein de choses. Nos connaissances ont augmenté, mais on n'arrive pas à éradiquer cette épidémie. Et on a fait beaucoup de progrès, on pourra en discuter. On a clairement amélioré les choses, on traite mieux, on guérit plus de personnes, on fait moins de séquelles, mais ça reste une maladie très difficile, c'est-à-dire les traitements restent lourds, les séquelles restent importantes, et malheureusement, il y a toujours 12 000 femmes par an qui décèdent de cette maladie. Et ça, pour moi, ça devient de plus en plus insupportable. J'ai du mal à concevoir que 27 ans après que j'ai commencé ma médecine, on ne guérisse pas plus de femmes du cancer du sein, à vrai dire. Et alors justement, il y a un mot qui devrait rimer avec guérison, c'est dépistage précoce. Je pense qu'il est aussi utile d'en parler. Il y a eu des polémiques en disant que finalement c'était inutile, qu'on dépistait de faux cancers. Est-ce qu'il existe de faux cancers? Votre position sur le dépistage aujourd'hui? Je pense que le dépistage est absolument utile. Je crois qu'on l'a démontré, le dépistage, mais tel qu'on le fait aujourd'hui, dépistage par mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans, il a une efficacité partielle. C'est-à-dire il touche pas, il y a 25% des femmes qui ont un cancer avant 50, il y en a pas mal d'autres après 74 ans qui ne sont pas touchées par le dépistage, et on en rate un certain nombre, et malgré tout, les stades ne sont pas aussi bas qu'on voudrait au diagnostic, et les traitements restent encore assez lourds. Donc c'est pas mal, ça diminue de au moins 20% la mortalité par cancer du sein, le dépistage, mais c'est très imparfait, donc il faut clairement l'améliorer. Et l'améliorer, pardon, c'est justement essayer de définir des femmes plus à risque. J'ai vu qu'il y aurait peut-être des examens plus fréquents chez des femmes dont les familles sont concernées, par exemple. Alors, il y a 2 grandes pistes d'amélioration immédiates. Il y a une piste qui est, on sait aujourd'hui mieux identifier avec de la génétique, de la génomique, les risques individuels des personnes de développer un cancer dans les années qui suivent. Donc une piste, c'est de dépister mieux, plus fréquemment ou moins en fonction du risque. Donc moins dépister les gens qui ont moins de risques, etc. Et les autres pistes, c'est d'améliorer les méthodes du dépistage. Mais probablement, la piste à long terme, c'est d'associer à un dépistage précoce, et ça sera pareil, j'imagine, dans le cancer du poumon dans 10 ans, dépister très tôt, mais dépister quelque chose qu'on peut traiter de façon relativement simple, c'est-à-dire dépister avec un moyen de biologie moléculaire qui est aussi une cible thérapeutique qui fait qu'on va éradiquer le cancer avant qu'il arrive. En tant que grand public, moyen de biologie moléculaire, ça va être dépisté quoi, comment? Alors, ça peut être une protéine circulante, ça peut être par une prise de sang, c'est ce qu'on appelle les biopsies liquides, entre guillemets. Voilà, ça peut être quelque chose qui est excrété dans les chiens renifleurs de Curie, des excrétions dans les liquides urine, etc. Aujourd'hui, on est en train d'améliorer de façon majeure notre capacité à dépister une molécule ou quelques molécules qui sont relativement spécifiques du cancer et qui peuvent être associés à des moyens thérapeutiques. Donc l'idée, c'est que la médecine de précision qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise pour traiter les gens qui ont un cancer avancé, c'est en fonction de telle anomalie génétique, on va donner tel traitement, etc. Il faut l'amener le plus tôt possible dans l'histoire de la maladie. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment révolutionner les choses, en tout cas pour le cancer du sein. Alors pour le cancer du poumon, professeur Pujol, même exercice. Alors, le cancer du poumon, en fait, en France, il y en a à peu près la moitié en nombre de cas par an que du cancer du sein. C'est aux alentours de 30 000. Et pourtant, il y a plus de femmes qui meurent de cancer du poumon que par cancer du sein. Donc ça donne une idée déjà de la difficulté à laquelle on est confronté avec une maladie qui est diagnostiquée relativement tard. Quand elle est diagnostiquée sur des symptômes, elle est diagnostiquée relativement tard. Quand on regarde un peu l'évolution de cette maladie, on comprend que c'est une maladie qui est née à la fin du 19e. Quand on regarde les traités de médecine des années 19, quelque chose comme ça, en matière de tuberculose, il y a 100 pages, des fois la moitié d'un traité. Et puis sur le cancer du poumon, on dit il y a 3 pages, et certains disent que ça n'existe pas. Et cette maladie qui était presque inconnue avant le XXe siècle, aujourd'hui est la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, chez l'homme et chez la femme, avec une augmentation qui est quand même impressionnante, particulièrement chez la femme, qui est plus susceptible vis-à-vis des cancérogènes susceptibles d'entraîner des cancers du poumon que l'homme. Donc du tabac notamment. Alors, le tabac, c'est le facteur numéro 1. Ce n'est pas le seul.
Il y a les facteurs professionnels qui sont importants. Et quand on reçoit un patient et qui a eu une activité professionnelle exposante, il faut le présenter au médecin qualifié pour dire c'est ou ça n'est pas une maladie qu'on peut déclarer comme maladie professionnelle. C'est quand même important pour le patient. Ensuite, il y a beaucoup on a maintenant détecté d'autres facteurs qui, certes, n'ont pas la même importance que le tabac, mais qui sont importants quand même, notamment les particules fines de diesel, avec des études épidémiologiques très bien faites, notamment les études européennes, je pense à elles, qui avaient montré qu'il y avait une augmentation de risque de 8% par rapport au risque de base. Enfin bon, c'est un risque qui est supplémentaire à celui du tabac, car le tabac, c'est des facteurs multiplicatifs beaucoup plus importants, de 5 à 10 pour quelqu'un qui fume entre 10 et 20 cigarettes par jour. Voilà, alors moi, si vous voulez, je vais faire bref, hein. Je sais qu'il faut faire bref, mais qu'est-ce que j'ai vu dans les 3 décennies qui viennent de passer sur le cancer du poumon? D'où viennent les progrès? D'abord, il y a une meilleure cohésion entre les équipes médicales et chirurgicales. C'est-à-dire qu'on a trouvé des moyens pour des malades qui étaient prétendument inopérables, de les rendre opérables en faisant des traitements préalables à la chirurgie, etc. Ensuite, on a développé la chimiothérapie. La chimiothérapie, dans les années 80, on ne savait pas l'utiliser. En plus, ça fait beaucoup d'effets secondaires. Aujourd'hui, on sait maîtriser mieux les effets secondaires et les molécules de chimiothérapie sont beaucoup plus faciles à supporter. Et pour le cancer du poumon, les 2 grands virages, c'est 2004 et c'est 2010. 2004, on commence à identifier certaines causes, pas toutes, mais certaines causes moléculaires du cancer du poumon. C'est-à-dire, on sait, ce gène, quand il est cassé comme ça, le récepteur qui devrait fonctionner normalement ne fonctionne pas normalement. Si on bloque ce récepteur, on peut se passer de chimiothérapie. Et on n'a pas les effets, on a des effets secondaires, mais ce n'est pas les mêmes aussi brutaux que sur la chimiothérapie qui cible toutes les cellules qui prolifèrent. Donc ça a été la première évolution. Et depuis 2004, on avait une cible qu'on pouvait toucher, maintenant on en a 8. Après 2010, ça a été, comme dans beaucoup d'autres pathologies, et notamment le mélanome malin, le développement des nouveaux traitements d'immunothérapie. Alors justement, ces nouveaux traitements, on va en parler, mais je voudrais une réponse rapide à une question auparavant, le dépistage du cancer du poumon. Quid du dépistage du cancer du poumon aujourd'hui? Comment on peut dépister le cancer du poumon? Avec quoi? On fait un scanner sans injection du thorax, une fois par an, une fois tous les 2 ans, aux fumeurs qui ont entre 55 et 80 ans et qui ont fumé au moins un paquet par jour pendant 30 ans. Et là, ça, quand on fait ça, quand on fait une étude, c'est-à-dire les Américains ont fait une étude, 40 000 personnes qui ont le scanner, 40 000 personnes qui n'ont pas le scanner, on réduit de 20% le risque de décéder d'un cancer du poumon. Sans compter qu'avec le dépistage, on trouve d'autres maladies. Les gens, on leur trouve des insuffisances respiratoires, on leur trouve des insuffisances des artères du cœur, etc. Mais ça, maintenant, c'est proposé aux fumeurs américains, ça ne l'est pas en France. Et comme on en discutait tout à l'heure, les fumeurs américains ne sont pas très adhérents. Il y a une différence entre les gens qui sont volontaires pour participer à une étude et quand vous commencez à dire à la population des fumeurs, eh bien, ça serait bien que vous fassiez un scanner. Voilà. Laure, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est donc très récent que les patients cancer du poumon puissent commencer à s'exprimer. Et donc, depuis quelques mois, on échange sur ce réseau, mon réseau cancer du poumon. Et il y a plusieurs choses qui, je trouve, importantes à dire aujourd'hui. C'est que déjà, pour la plupart d'entre eux, ils ont été diagnostiqués, comme c'est le cas pour tous ces patients, à un stade très avancé de la maladie. Et ça, c'est une différence majeure avec le cancer du sein. Et ça explique pourquoi c'est une maladie si grave. C'est qu'on la diagnostique beaucoup trop tard, très souvent à un stade métastatique où la maladie est beaucoup plus difficile à soigner. Donc c'est un enjeu majeur que les gens soient diagnostiqués plus tôt. Donc probablement de mettre en place un dépistage pour certains d'entre eux qui ont des facteurs de risque. Par exemple, j'ai beaucoup fumé. Mais l'autre chose qui ressort dans l'expérience de ces patients, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ça a été très long le diagnostic. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les poumons, en fait, on sent rien. Vous pouvez avoir un pamplemousse dans le poumon et vous n'allez pas forcément tousser comme un fou. Et donc en fait, on peut passer pendant très longtemps avant à côté de ce cancer du poumon. Et pour beaucoup
beaucoup d'entre eux, en fait, la maladie est révélée par une douleur ou une problématique autre qui fait que finalement le médecin il tourne un peu autour d'une douleur à la tête, un problème de pied ou je sais pas quoi, et puis ou des modifications dans les mains. Et en fait, on découvre après que c'est un cancer du poumon. Et je crois que dans le grand public, on ne sait pas assez que le cancer du poumon, c'est pas forcément un problème de poumon qui va vous le faire découvrir. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante dans les échanges avec ces patients, c'est qu'on nous demande souvent est-ce que vous fumez ? Mais si vous êtes un vieux fumeur, enfin si vous avez arrêté de fumer il y a longtemps, c'est pas pour autant que vous avez gommé tous les risques. Donc c'est important, si le médecin vous en parle pas, de dire je ne fume plus aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, j'ai pas mal fumé. Et donc ce risque, il peut rester pour certains d'entre nous, puisque comme on le sait maintenant, le cancer, ça va être des problématiques génétiques et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des fumeurs qui n'auront jamais de cancer du poumon, et puis d'autres qui vont avoir été des tout petits fumeurs, et puis qui vont avoir un cancer du poumon. Et puis il y a à peu près 15 à 20% des patients qui n'ont jamais fumé, donc eux, ils se trouvent ça absolument dégueulasse d'avoir un cancer du poumon, alors qu'ils ont fait du sport, bien tout ce qu'il faut. Et donc il y a d'autres facteurs de risque. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est des patients qui sont extrêmement mal accompagnés, extrêmement culpabilisés, pas soutenus par la plupart de leurs amis, de leurs proches. Et on doit tous changer de regard sur cette maladie pour à la fois faire avancer les traitements, parce qu'il y a plein d'espoir et les uns et les autres vont en parler. Donc favoriser finalement un discours plus positif, mais être aussi plus attentif à ces personnes et mieux les aider dans leur parcours avec une maladie qui est grave. Alors justement, les traitements, on va en parler tout de suite avec Jean-Pierre Delors. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite explication de texte, parce qu'on parle d'immunothérapie, on parle de traitement ciblé, on parle de thérapie génique, on parle de vaccin contre le cancer. Ça veut dire quoi tout ça, docteur ? Merci beaucoup pour votre question et votre invitation. En quelques secondes. Si le message qu'on doit délivrer aujourd'hui est un message qui n'est pas forcé, pas un message d'espoir, et il se passe quand même beaucoup de choses dans le domaine de la science, il faut commencer peut-être par juste apporter une précision. Les cancers sont des maladies, des êtres vivants complexes, et qui ont toujours existé sur cette planète. On trouve encore récemment des momies égyptiennes qui gardent dans leur squelette les traces de maladies comme des ostéosarcomes ou des leucémies aiguës. Le cancer n'a pas été inventé au XXe siècle, il est devenu un problème de santé publique au XXe siècle parce que par ailleurs les antibiotiques, les vaccins, les progrès technologiques nous ont, dans les pays riches, épargné des décès massifs liés aux autres maladies. Ce cancer, c'est une drôle de maladie, et pour essayer de caler les traitements, il faut considérer que les nouveaux traitements, ou les traitements quand ils deviennent des médicaments efficaces pour les patients, ils ne sont jamais rien d'autre qu'une bonne idée de recherche qui a fait sa preuve. Et si on réfléchit aux médicaments comme ça, on lit le fait que plus on comprend sur la façon dont fonctionnent les cancers, plus on peut inventer de nouveaux traitements. Alors naturellement, depuis des dizaines d'années, chacun comprend que le cancer est une maladie qui ne s'attrape pas, qui est liée à la transformation de cellules qui viennent de notre propre corps, et dont une des caractéristiques les plus évidentes depuis toujours est le fait qu'elles prolifèrent trop vite. Donc elles vont remplacer un tissu normal par un tissu très malade, dont la caractéristique est de proliférer trop vite. Et les médecins et les chercheurs, essentiellement d'après-guerre, ont commencé à s'attaquer à la façon dont on pouvait bloquer cette prolifération. Et bloquer la prolifération, c'est utiliser des poisons qui vont attaquer, entre autres, l'ADN ou certaines protéines. Ces poisons, vous les connaissez sous le nom délicieux de chimiothérapie. On espère un jour pouvoir s'en passer. Il faut quand même bien voir que ces chimiothérapies ont permis de guérir un certain nombre de maladies, des enfants avec des leucémies aiguës lymphoblastiques, utilisées par exemple dans des maladies comme le cancer du sein de façon préventive. Elles sont insupportables quand on les reçoit, mais elles ont transformé la probabilité que ce cancer guérisse. Elles s'attaquent au cancer en tuant chimiquement et violemment les cellules cancéreuses. Mais les progrès de la connaissance fondamentale ont commencé à apporter, avec l'étude de l'ADN, la compréhension non seulement des raisons pour lesquelles ces cancers proliféraient trop vite, et ont commencé à être mis en évidence des grosses anomalies, soit des chromosomes, soit de certaines formes de gènes, et les progrès de choses qui s'appellent le drug screening, c'est-à-dire la façon dont on trouve des molécules qui peuvent bloquer les produits de ces gènes, les protéines qui font des énormes bêtises dans les cellules cancéreuses,
ont apporté ce que le début du XXIe siècle a appelé les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est bloqué avec des médicaments. Beaucoup se prennent en comprimé, certains s'injectent. C'est bloqué avec des médicaments. Le mode de fonctionnement de gènes devenu fou et surtout devenu le chef de ce qui se passe de fou dans ces cellules. Ces progrès ont permis de quasiment, alors je vais exagérer un peu, quasiment complètement guérir une forme de cancer qui est liée à l'anomalie d'un gène qui s'appelle HER2, ont permis quasi complètement de guérir des formes de maladies comme les tumeurs stromales, les leucémies myéloïdes chroniques, certaines formes de cancer du poumon qui ne sont peut-être pas complètement guéries, mais qui ont transformé complètement la façon dont on pouvait traiter les patients et leur éviter dans un grand nombre de cas des chimiothérapies. Et puis, les progrès avancent et il faut bien entendre que le monde technologique et scientifique dans lequel on vit depuis un siècle et demi a totalement bouleversé le champ de ce qu'on comprend. Et on comprend maintenant que les cancers, ce ne sont pas seulement le produit d'une prolifération anormale des cellules cancéreuses, mais d'une discussion en permanence entre le corps, qui est victime du cancer, et les cellules cancéreuses. Et ces discussions amènent à faire tout un tas de choses biologiquement parfois utiles pour lutter contre le cancer, et puis parfois qui malheureusement sont des mécanismes biologiques qui sont pilotés par les cellules cancéreuses et qui vont se faire au profit des cellules cancéreuses. Par exemple, tout simplement, se faire fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins pour pouvoir se nourrir. Alors certains médicaments, qui sont des thérapies ciblées, vont essayer de diminuer la façon dont les vaisseaux sanguins nouveaux peuvent se créer pour nourrir des cellules cancéreuses. Parce que sans vaisseau, une cellule ne peut pas se développer, une tumeur ne peut pas se développer. Alors, pour entrer dans les détails, aucun tissu vivant ne peut vivre sans oxygène. Les cellules cancéreuses sont meilleures que les cellules vivantes parce qu'elles peuvent vivre avec moins d'oxygène, mais pas du tout, elles ne savent pas. Et puis enfin, et c'est les progrès les plus récents, c'est nous avons un système immunitaire, il nous sert tout au long de la vie. Il y a des moments de la vie où vous savez qu'il doit ne pas fonctionner, par exemple quand une mère porte son enfant. Le système immunitaire de la mère ne va pas détruire le fœtus. Il y a des moments où il faut qu'il s'active, on attrape un virus, un microbe, et puis des moments où il faut qu'il s'éteigne, eh bien on a guéri du microbe, il faut que notre système immunitaire arrête de fonctionner. Eh bien, pour simplifier beaucoup, tous ces mécanismes-là interviennent dans la discussion du corps avec les cellules cancéreuses. Et vous savez que cette année, Allison et Ojo sont deux chercheurs qui ont commencé leur travail dans les années 90, ont découvert des mécanismes immunologiques qui contrôlent justement ces mécanismes d'allumage ou d'extinction du système immunitaire. Et encore une fois, les grandes découvertes ne sont à la fin des grandes découvertes que si elles amènent durablement un progrès. Et depuis quelques années, nous avons dans le domaine du traitement des cancers, le cancer du poumon est une des maladies qui, dans un certain nombre de cas, bénéficient le plus de ces traitements, où des premières générations de médicaments du système immunitaire vont éviter, alors quand j'explique aux patients, l'image vaut ce qu'elle vaut, elle est un peu guerrière, mais les cellules cancéreuses peuvent apprendre, comme des guerriers cachés dans une forêt, à se recouvrir de feuilles pour se planquer dans les arbres. Voilà. Et ces médicaments vont arracher le feuillage des cellules cancéreuses. En plus, c'est des feuilles un peu particulières, elles ont un pouvoir. C'est que si quand même il y a un soldat ennemi à leur contact, c'est-à-dire un gentil globule blanc qui devrait les détruire et nous défendre, eh bien ces feuilles ont un pouvoir qui fait que ce globule blanc s'éteint, il arrête de fonctionner. Eh bien, les médicaments vont enlever le feuillage et dans un certain nombre de cas, notre système immunitaire reconnaît à nouveau et est à nouveau capable efficacement de lutter contre les cellules cancéreuses et de les détruire par un mécanisme de... Alors c'est toujours des morts violentes, hein, on est désolé, on ne peut pas tuer des cellules méchantes en faisant des choses gentilles, mais c'est notre système immunitaire avec des cellules qui s'appellent des lymphocytes T cytotoxiques. En fait, ce sont des guerriers à pied, hein, avec des armes blanches, qui vont tuer des cellules cancéreuses et en faire disparaître le plus possible du corps. Alors ces médicaments ont transformé quand même le pronostic de cancer comme ce qu'évoquait Jean-Louis il y a quelques secondes, le cancer de certaines formes de cancer de la peau comme le mélanome. Et puis le cancer du poumon, dans un grand nombre de cas aussi, bénéficie beaucoup de ces traitements-là. Et on est en phase d'expansion du domaine de la lutte, c'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter le nombre de situations de patients pour lesquelles ça va rendre service, et surtout d'aller encore plus dans l'intimité de compréhension de ces mécanismes pour avoir les bonnes idées des années qui viennent. Alors Suzette, dans votre pratique sur le cancer du sein, qu'est-ce que ces nouvelles thérapies vous ont apporté? Est-ce que
Leur utilisation est facile. Est-ce que tous les patients peuvent en bénéficier? Je sais, c'est pas facile. Non, en fait, comme dans chaque maladie, on commence depuis 10 ans, 15 ans, à identifier des sous-populations. En fait, c'est-à-dire chaque femme a un cancer un peu particulier qui nécessite des traitements un peu particuliers. Donc, typiquement, il y a une partie des femmes qui ont des cancers qui expriment cette protéine HER2. Et on a des traitements anti-HER2 hyper efficaces qui ont tout changé, amélioré considérablement le pronostic des cancers localisés ou des cancers en rechute. Et on continue, on va encore avoir là, dans 15 jours, des données pour un nouveau traitement qui améliore encore les choses. Et on arrive probablement à des guérisons chez des femmes qui avaient des cancers incurables antérieurement. Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est guérir des personnes qu'on ne guérissait pas avant, avec des traitements qui soient le moins lourds possible. Donc ces traitements sont des traitements ciblés, soit en intraveineux, les immunothérapies en général sont en intraveineux, soit en comprimé. Et donc globalement, beaucoup moins d'effets secondaires dans l'ensemble que les traitements classiques. Cependant, les immunothérapies ont des effets secondaires non négligeables. Dans les autres segments de cancer du sein, en fait, il y a plusieurs segments qu'on peut identifier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, un peu partout, des traitements arrivent. Et on a quand même une situation qui est un peu plus difficile, qui est ce qu'on appelle les cancers du sein triple négatifs. Le mot est moche, ça veut juste dire que ces cancers n'expriment aucun des récepteurs identifiés, ils n'ont pas d'oncogène identifié. Et là, on commence à avoir des pistes d'efficacité d'immunothérapie. Ce qui va peut-être, j'espère, être une vraie révolution dans les 2 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a encore des cancers du sein totalement réfractaires à tout traitement? Vous avez encore des traitements, malheureusement des cas... Il y a 12 000 femmes par an qui ont un cancer du sein qui finit par être réfractaire à tout traitement. Il n'y a pas de cancer qui soit réfractaire d'emblée à tout traitement. En général, on arrive à traiter les personnes. Il n'y a pas de cancer qu'on ne puisse pas traiter. Mais il y a encore 12 000 cancers par an, enfin 12 000 femmes par an avec des cancers qu'on ne sait pas guérir. C'est énorme. Alors, quelques mots sur ce qui vient d'être dit là, sur les témoignages que vous avez justement sur les cancers du sein difficiles. En fait, déjà, la première chose, je trouve qu'en écoutant nos médecins, c'est de se rendre compte que c'est vraiment compliqué d'être le patient là-dedans. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de maladies différentes, plein de cancers du sein ou de cancers du poumon différents, avec des thérapies qui sont très différentes là aussi, et avec des stratégies qui n'ont rien à voir entre la chimio, qui est un peu une sorte de bazooka qui dézingue tout ce qui pousse, même les cheveux, en gros, quoi. La thérapie ciblée qui va être sur plutôt les cellules vraiment cancéreuses et puis qui va faire quelques effets secondaires pour la peau, par exemple, qui aurait éventuellement les mêmes types de récepteurs. Et puis l'immunothérapie qui là est complètement un autre mécanisme d'action où finalement c'est mon corps qui va réapprendre à se battre contre le cancer, mais comme le disait Suzette, avec des effets secondaires qui sont pas du tout les mêmes. Donc les patients qui généralement ont déjà eu pas mal d'autres traitements, ils sont pas habitués. Donc il faut aussi leur donner les clés de comment gérer ce nouveau traitement. Et puis les soignants de ville qui nous accompagnent ne sont pas forcément non plus tellement au courant de tous ces traitements pointus. Donc en fait, il y a un enjeu à un niveau bien sûr adapté à chaque personne, de comprendre en fait la situation dans laquelle je suis et pourquoi on me propose ce traitement-là et pas celui de la voisine ou de la cousine. Et finalement, qu'est-ce que je dois savoir pour bien prendre et bien surveiller et bien, j'allais dire, accompagner ce traitement. Et c'est finalement parfois paradoxal et complexe parce que, par exemple, pour des femmes qui récidivent ou qui ont d'emblée une maladie, cancer du sein métastatique, il y a maintenant beaucoup de traitements par forme orale, donc des comprimés que je vais prendre toute seule à la maison comme une grande. Donc c'est génial parce que je suis plus autonome, je peux continuer à faire plein de choses, mais c'est pas si facile. Et finalement, il faut que j'apprenne à m'auto-soigner. Est-ce que je peux le prendre ou pas? Parce que j'ai ça comme douleur, alors du coup, je m'inquiète un peu. Enfin, en fait, on demande aux patients de savoir finalement évaluer si ce qu'il a comme symptôme est lié ou pas à ce traitement et est-ce qu'il peut continuer à le prendre. Enfin, c'est finalement assez compliqué. Donc, on a énormément besoin, c'est génial finalement, que toutes ces avancées, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que c'est oral et que ça va normalement être plus facile que c'est si simple que ça. Et alors pour le cancer du poumon, est-ce que toutes ces thérapies ont aussi changé la vie des patients et la vie de leurs médecins? Alors d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas parce que c'est ciblé ou que c'est de l'immunothérapie qu'on n'a plus d'effets secondaires. C'est des effets secondaires différents en fait.
C'est très très vrai. Qui peuvent être très très gênants aussi. En fait, quand on fait de l'immunothérapie, dans l'équilibre normal d'un organisme, l'immunité, c'est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire c'est suffisant pour détruire d'éventuelles cellules qui deviennent cancéreuses, et c'est pas trop parce que sinon on développe des maladies auto-immunes. Donc quand on augmente le curseur quand on déplace le curseur vers le plus, on prend un risque d'avoir des maladies auto-immunes. C'est pour ça d'ailleurs que des patients qui ont déjà une maladie auto-immune sévère ne peuvent pas recevoir d'immunothérapie. Donc c'est vraiment un traitement sur le fil, quoi. Oui, et justement, alors après, on sait par exemple qu'en associant différents traitements d'immunothérapie, on arrive à augmenter l'efficacité. Mais en augmentant l'efficacité, on augmente aussi les effets secondaires. Donc ça devient très difficile. Mon sentiment, c'est que la biotechnologie aide les patients à survivre et les médecins à trouver des solutions qui sont de plus en plus diversifiées, donc de plus en plus près du type exact de la maladie. Parce que avant, le cancer du poumon, dans les années 80, il n'y avait qu'un type de chimiothérapie, quel que soit le type. Aujourd'hui, il y a des chimiothérapies pour tel ou tel type de cellule, et si c'est tel type de cellule, il y a une chimiothérapie il y a une thérapie ciblée pour tel type d'anomalie, ou une immunothérapie pour tel autre type d'anomalie. Donc on est devenu... Mais la biotechnologie, des fois, ça se met en travers dans la communication. C'est des problèmes, si vous voulez, non pas de... Les connaissances du patient et les connaissances du médecin ne sont pas les mêmes. C'est des connaissances asymétriques. C'est-à-dire le médecin, il a, par sa culture, parce que c'est son métier et parce qu'il a été formé, une notion de ce qu'il va faire. Et le patient, lui, il a une notion différente. Il a la notion de ce qu'il vit. Et donc, l'accès, c'est très rare qu'un patient ait un accès aussi global de la connaissance biotechnologique que le médecin. Mais le médecin n'a pas l'accès de l'expérientiel. C'est-à-dire, et donc c'est ça qui rend, à mon avis, c'est mon sentiment, je le perçois comme ça. D'abord, les consultations sont plus longues qu'avant. Ensuite, il ne faut pas les faire tout seul. On a des pharmaciens qui nous aident. On a des infirmières référentes qui nous aident. Nous, on a développé des métiers particuliers avec des infirmières qui connaissent particulièrement les thérapies ciblées, qui sont disponibles au téléphone, par mail, etc. Donc ça devient plus compliqué et il faut s'approprier, quand je dis nous, c'est-à-dire à la fois les médecins et les soignés, cette biotechnologie pour vraiment que ça devienne pas quelque chose d'encombrant. Il faut quand même réaliser que le progrès il vient de là. Je voudrais juste un petit mot de Laure, parce que vous disiez quand même que vous avez deux réseaux, cancer du sein, cancer du poumon, et que finalement, pour l'instant, les patients atteints de cancer du poumon, c'était plus difficile pour eux, ils étaient plus stigmatisés peut-être, on les accusait plus d'être responsables. Est-ce que avec les nouveaux traitements, ils ont plus d'espoir? Quelle est la différence en quelques mots avant qu'on continue? Alors, très rapidement là-dessus, c'est vrai que sur mon réseau cancer du sein, on a beaucoup de femmes et les femmes se livrent assez facilement sur cette maladie dont on parle finalement dans la société assez facilement. Ce qu'on a pu observer sur ces premiers mois avec mon réseau cancer du poumon, c'est que c'est complètement nouveau d'avoir un espace où je peux, on va dire, déposer les armes. Visiblement, les personnes qui ont un cancer du poumon, déjà, elles en parlent très peu parce que c'est extrêmement lourd socialement et stigmatisant. Donc en fait, elles se créent une espèce de carapace où elles vivent toutes seules leur maladie et ça c'est vraiment très dur. Et donc là ce qui est intéressant c'est que dans cet espace qui est fermé et où tout le monde a un cancer du poumon, on peut en fait baisser un peu. Alors ça a mis quelques semaines, c'était intéressant d'ailleurs de voir qu'au début les gens avaient un peu de mal, et c'est toujours le cas, en fait on ne parle pas facilement de cette maladie, mais voilà, de trouver d'autres personnes qui sont avec tel ou tel type de traitement, comment ça se passe, de pouvoir échanger sur son vécu, parce que comme toujours on n'est pas qu'une maladie sur pattes, on est d'abord une personne qui est touchée par une maladie à un moment donné dans sa vie et avec des répercussions qui sont souvent majeures. Donc
donc je pense que oui, je pense ça apporte déjà cet espace pour aussi s'informer, parce que là aussi, les nouvelles thérapies, c'est très compliqué. On va faire de la recherche donc moléculaire sur les cellules de la tumeur. Enfin, même si nos médecins sont formidables et nous expliquent, ça reste pour beaucoup de personnes du chinois. Donc en fait, nous on a un espace où on va pouvoir redire en toute simplicité sa question, sans qu'on vous dise, parce qu'on a parfois un peu peur de passer pour le crétin de service ou la crétine de service, mais en fait c'est compliqué. Et en plus, c'est des maladies qui forcément vous impactent psychologiquement et tout ça. Donc l'idée de pouvoir retrouver à la fois de l'information, poser ces questions, et d'autres personnes qui vous disent pas mais t'as fumé, mais tu fumais combien et c'est de ta faute, machin, là on peut être plutôt dans la bienveillance et le soutien. Jean-Pierre, oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'ai cru que vous faisiez... Bon, de toute façon, moi j'avais une question à vous poser, parce qu'il y a un autre aspect qui ressort régulièrement aujourd'hui, et sans doute à juste titre, c'est le coût de ces traitements. Et on dit, mais est-ce qu'il faut dépenser autant d'argent pour un malade? Est-ce que vous pensez que ça va s'arranger? Est-ce que vous pensez qu'on pourra disposer de plus de traitements pour plus de patients? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça ne vaudra jamais moins cher, mais c'est même pas une question. C'est un sujet qui est soulevé régulièrement quand même. Mais oui, mais enfin, ça m'étonne toujours un peu. Les patients qui avaient des mélanomes incurables guérissent. Jean-Louis me corrigera, mais globalement, la moitié des patients qui ont un cancer du poumon sous immunothérapie travaillent. Je veux bien qu'on discute du coût d'un médicament au prix en euros de l'injection, mais le coût d'un médicament, c'est ce qu'il apporte aux gens, et ce que la société qui a développer les technologies et qui a décidé de façon solidaire d'acheter les médicaments pour les gens malades, peut supporter. Si les patients repartent travailler, comment calculez-vous le coût du traitement? Ces débats sur le coût des médicaments m'étonnent souvent un peu. Il n'y a pas d'innovation qui ne coûte rien. Après, on pourrait peut-être un peu mieux socialement réfléchir à la façon dont on contrôle sur la durée le coût de ces médicaments, mais je vais vraiment vous harasser avec des discussions techniques sur la façon dont le CRB-SP recalcule. Hein, voilà, c'est pas ça, mais il faut être curieux, et donc le coût d'un traitement n'est pas le coût de l'ampoule ou du comprimé. Le coût d'un traitement, c'est le prix des services qu'il rend. Très, très jolie formule. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je ne vois pas de main qui se lève dans la salle. Non? Vous vouliez rajouter quelque chose là? Du coup, sur ce thème, juste en attendant les questions, je crois que c'est vrai que c'est important qu'on arrête de penser le patient que comme un coût. Et notamment avec ces nouvelles thérapies dans les maladies qui se chronicisent, donc d'une maladie cancer, que ce soit le mélanome, le cancer du poumon, du sein, où j'ai un cancer donc, qui va être chronique, où je vais avoir besoin de traitement, si grâce à une thérapie ciblée, grâce à de l'immunothérapie, je peux être mieux, continuer à, ne serait-ce qu'à vivre, être active, voyager, aller au resto, acheter des cadeaux à mes enfants, faire des voyages ou je sais pas quoi, déjà je fais vivre la société. Et ensuite, pour tout un certain nombre de personnes, elles peuvent continuer à travailler. Et d'ailleurs, c'est un enjeu majeur que de réfléchir à comment le monde du travail s'adapte au cancer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à cette question, mais c'est pas du tout encore assez efficace. Et c'est un vrai problème pour les patients. C'est qu'en fait, une fois que vous avez eu un cancer, en gros, vous avez une sale étiquette sur le dos, et plus personne ne veut de vous, ou on fait tout pour vous virer. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça a été d'ailleurs étudié dans l'étude Vican 5. L'impact du cancer au niveau professionnel, il est très mauvais à 2 ans, mais il est encore pire à 5 ans. Donc si, au niveau société, il faut qu'on réfléchisse, entre guillemets, ça sert à quoi de me guérir si j'ai plus de place une fois que je suis sortie de l'hôpital. Donc, et je pense que la façon dont on évalue les coûts, elle est aussi erronée dans ce... Enfin, il y a une vision très court-termiste et très juste système de soins. En fait, le patient, il est à une balance, on va dire, entre ce qui coûte et ce qui rapporte. Et c'est ça qu'il faudrait évaluer. Est-ce qu'il y a une question ? Non ?
Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. On a les lumières dans les yeux. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez donner un micro à cette personne? Bonjour. Non, il faut parler Oui. dans un micro parce que sinon on vous C'est entend bon, pas au niveau pardon. du streaming, excusez-moi. En ce qui concerne le coût du patient, pouvons-nous pas contrôler les coûts en contrôlant la part des industries pharmaceutiques, puisque par exemple, je sais que la recherche coûte de l'argent, mais les chimiothérapies, ça fait 50 ans que ce sont les mêmes, c'est les thérapies plutôt ciblées, je pense, qui changent. Ne pourraient-elles pas diminuer leur coût de production pour... Oui, non, en fait, les coûts de la chimiothérapie sont très faibles aujourd'hui. Ça coûte presque rien, une chimiothérapie classique. Le problème n'est pas là, c'est plutôt le coût de l'organisation de l'hôpital qui coûte de l'argent. Et en fait, ce qui grandit sont les coûts des traitements ciblés, des immunothérapies. En même temps, c'est pas énorme. Globalement, les médicaments dans leur ensemble, c'est maximum 20% des dépenses de la sécurité sociale. Donc 80% des dépenses de la Sécu, c'est tout autre chose que du médicament. Et parmi ces 20%, les médicaments du cancer, c'est seulement 7%. Donc c'est pas énorme. Je pense qu'on a beaucoup de marge. On a beaucoup de marge pour gagner de l'argent dans d'autres secteurs. En même temps, à l'hôpital, on a aussi besoin, et en ville, d'avoir un certain nombre de professionnels pour ne pas perdre le côté humain des choses. Le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette médecine qui est à la fois très technologique, très en pointe, très complexe, mais qui permet de guérir plus de gens, elle coûte cher en médicaments, mais elle coûte cher aussi en humain, parce qu'en fait, on consomme plus de temps médical, de temps infirmier, de temps de personnes, et plus de temps des patients d'ailleurs, pour comprendre leur cancer, l'appréhender, vivre avec, s'adapter. Et en fait, on a vraiment besoin d'une... Moi, je pense que la révolution sociétale, elle n'est pas faite encore du tout. Il faudrait juste, il y a 30 ans, avoir eu un infarctus, c'était être stigmatisé après. Il y a 30 ans, avoir le sida, c'était être stigmatisé après. Aujourd'hui, tout ça, ça a complètement disparu. Là, il est temps qu'on ait cette révolution du cancer où, globalement, la société a des ajustements pour permettre que ça soit faisable. Merci. Il y a une personne au deuxième rang qui avait demandé un micro. Oui, et puis madame. Je vois rien du tout. Oui, voilà, oui. Oui, donc je vais poser... Qu'est-ce qui fait que nos cellules sont attaquables par des facteurs environnementaux, en fait, puisqu'il s'agit d'anomalies des cellules. Alors, qu'est-ce qui fait que nos cellules sont attaquables? Et par ailleurs, est-ce que seuls les mammifères sont concernés par ces anomalies? Et ça en 1 minute 30. Bien sûr. Alors, très court, les végétaux aussi. Pour répondre à votre question, les végétaux aussi. Et alors pour la première partie de votre question, quand on voit des patients en consultation, ils posent une question qui est pourquoi. Et en fait, la question c'est pourquoi moi. Et je dois vous dire qu'on ne sait pas toujours leur répondre. Alors je leur réponds d'une façon vraiment stupide. Je vais vous la livrer. Monsieur Dupont et Monsieur Durand fréquentent le même bar tabac PMU depuis 25 ans. Ils ont tous bu le même nombre d'apéritifs anisés, ils ont fumé le même nombre de cigarettes, donc ils n'ont clairement pas eu des modes de vie que l'on peut qualifier de plutôt protecteurs du point de vue de la survenue de certaines maladies. Et un aura la cirrhose et l'autre aura un cancer du poumon. Et la réponse est pourquoi? Et je ne sais pas. Moi, j'aurais adoré qu'il y en ait un troisième qui ait rien, mais bon. Oui, il y en a un qui n'aura rien, bien sûr. Et en fait, comment je pourrais formuler le plus précisément la réponse? La complexité de ce que nous sommes n'est pas encore facilement accessible à des modélisations, où vous comprenez des calculs. La complexité biologique, génétique, métabolique de ce que nous sommes ne nous permet pas encore de prédire comment un individu exposé à des risques va répondre. Voilà. L'humanité le sait depuis toujours. Si les grandes épidémies, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais les grandes épidémies laissaient des gens survivants. Et à la question de savoir pourquoi le microbe avait été plus agressif pour le corps d'un tel ou d'un tel, on ne sait toujours pas le dire.
Alors on comprend certains mécanismes et on sait le décrypter dans un laboratoire ou le modéliser. Mais dire à la personne qui est en face de nous, pourquoi moi, mon corps a fait ça et pourquoi pas quelqu'un d'autre, voilà. À cette question-là, la science n'est pas encore assez puissante pour donner une réponse précise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, oui. Si, parce que tous les gens ne sont pas infectés en rencontrant les mêmes virus. Oui. Alors excusez-moi parce que il y aura une dernière question, parce que même si c'est passionnant, mais il va nous couper le micro, le monsieur. Une dernière question rapide. Oui. Vous m'entendez? Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut rêver qu'un jour il y ait un vaccin contre un cancer du sein, par exemple? Parce que c'est bien beau nous parler de recherche génétique, etc., sachant que quand on fait les recherches, bien, ça suppose d'informer la famille, les descendants. Or, informer s'il n'y a pas de traitement derrière, c'est plutôt lourd à porter pour ceux qui ont, entre guillemets, ce risque. Absolument. Donc, voilà. Alors, je suis désolée, le vaccin, Suzette. Le vaccin, c'est possible, c'est ce dont on rêve tous. Après, le vaccin, c'est une image. En gros, il s'agit de traiter le cancer avant qu'il arrive ou faire en sorte qu'il ne se développe jamais. Et donc, le vaccin est possible. Pour l'instant, dans le cancer du sein, typiquement, ça n'a jamais fonctionné correctement. Il y a eu un certain nombre de vaccins développés. Il y en a encore en cours de développement. À Pasteur, par exemple, il y a un vaccin en cours de développement. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Mais ça sera très difficile d'avoir un vaccin qui protège contre énormément de cancers, puisqu'on n'est pas dans une carcinogénèse virale avec un virus très bien déterminé. Mais on pourrait avoir sur certains types de cancers. C'est une des hypothèses possibles dans les années qui viennent. Un grand merci, parce qu'on va se faire disputer autrement par Boris. Oui. Jean-Pierre, vous voulez ajouter une phrase? Non. Si, une phrase. Si, allez-y, c'est important. Une phrase. Thérapeutique, on va y arriver dans pas longtemps. Pas longtemps à l'échelle de la recherche, d'accord. Mais le vaccin qui permet de prévenir de toutes les formes de cancer que l'on pourrait attraper, ça va être plus compliqué. Parce que ça c'est vraiment compliqué. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On peut les applaudir pour cette belle table. On se retrouve dans 1 minute pour une session très particulière.